Une promesse rompue, un secret révélé, une confiance qui vole en éclats. Aujourd'hui, on va disséquer l'une des expériences humaines les plus douloureuses, mais aussi les plus universelles, la trahison. Alors, la trahison, qu'est-ce que c'est, vraiment? On pourrait croire que la réponse est simple, évidente même, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Pour essayer de comprendre toutes ces facettes, on va l'aborder sous trois angles différents. D'abord, l'angle psychologique, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, l'angle culturel, parce que sa définition change radicalement d'un pays à l'autre. Et enfin, l'angle diplomatique, là où la trahison devient un véritable enjeu de pouvoir. Voilà donc notre feuille de route. On va suivre ce parcours en commençant par le cœur du problème. Qu'est-ce que la trahison juste? Ok, première étape, et elle est cruciale, mettons-nous bien d'accord sur les termes. De quoi parle-t-on exactement? Parce que voilà le point clé. La trahison, ce n'est pas juste un acte qui fait mal, non. C'est la rupture d'un pacte, d'un contrat tacite, parfois même invisible. C'est la violation d'une confiance qu'on pensait acquise. Et c'est ça, précisément, qui la rend si douloureuse, si dévastatrice. Cette rupture, elle a d'abord un impact très intime, très personnel. Alors, plongeons dans la blessure psychologique qu'elle inflige. Fondamentalement, c'est une attaque frontale contre notre propre perception de la réalité. La personne qu'on pensait connaître, la situation qu'on croyait maîtriser, d'un coup, tout est remis en question. C'est vraiment le point de départ universel de la trahison, peu importe qui on est ou d'où on vient. Et ce qui s'ensuit, c'est une sorte de cascade émotionnelle. Tout commence par le choc, l'incrédulité, non, ce n'est pas possible, puis vient la douleur, un véritable deuil. Ensuite, on est obligé de tout réévaluer, de reconstruire sa réalité, et bien souvent, ça débouche sur une crise de confiance profonde. Pas seulement envers les autres, mais aussi, et c'est peut-être le pire, envers son propre jugement. Mais est-ce que cette expérience si personnelle est vécue de la même façon partout sur la planète? Eh bien, pas du tout. On va voir comment la culture vient complètement redéfinir les règles du jeu de la loyauté et de la trahison. C'est une idée absolument fondamentale à saisir. Il n'y a pas de manuel universel de la trahison. Ce qu'une culture va considérer comme un acte de loyauté admirable, une autre pourra y voir une forme de faiblesse. Et à l'inverse, ce qui est vu comme une trahison impardonnable ici peut être qualifié de simple pragmatisme ailleurs. Prenons deux exemples pour que ce soit bien clair. Dans une culture qu'on pourrait qualifier d'individualiste, comme aux États-Unis, la loyauté, c'est souvent un contrat, un accord personnel entre deux individus. Si on le rompt, c'est une trahison. Maintenant, allons au Japon, une culture collectiviste. Là-bas, la loyauté est due avant tout au groupe, la famille, l'entreprise, la nation. Trahir, dans ce contexte, c'est faire honte au groupe, c'est l'abandonner. Les logiques sont totalement différentes. Et là, on touche à des points de friction potentiels vraiment fascinants. Imaginez la scène, une négociation. Un Américain va s'appuyer sur le contrat écrit, noir sur blanc. Un Français, lui, va peut-être invoquer une notion d'honneur, de parole donnée. Et un Japonais, son objectif premier, c'est de maintenir l'harmonie du groupe. On voit bien comment ces codes, ces logiques différentes peuvent entrer en collision. Une partie va se sentir profondément trahie, alors que l'autre aura juste l'impression d'avoir agi de manière logique. Bien. Maintenant, changeons complètement d'échelle. Passons de l'individu au grand échiquier mondial, là où la trahison se joue non plus entre des personnes, mais entre des nations. Sur la scène mondiale, les règles sont encore différentes. La loyauté, ça devient une alliance stratégique, qui peut être rompue. Et la trahison, ça devient un mot, un argument, parfois même un outil au service de ce qu'on appelle l'intérêt national. On voit donc une escalade très claire dans les enjeux. Au niveau psychologique, ce qui est en jeu, c'est notre confiance personnelle, notre bien-être. Au niveau culturel, c'est l'honneur du groupe, la cohésion sociale. Et puis, au niveau diplomatique, on parle carrément de sécurité nationale et de stabilité économique. Les conséquences ne sont plus du tout les mêmes. Alors, comment est-ce qu'on relie tous ces points? Comment tout ça s'articule? En fait, la grande conclusion, c'est que ces trois niveaux sont complètement inséparables. Ils s'entremêlent. Un incident diplomatique, par exemple, n'est jamais purement politique. Il est toujours interprété à travers le prisme des cultures en présence et il est vécu personnellement à travers la psychologie des dirigeants qui sont aux commandes. Finalement, que faut-il retenir de tout ça? D'abord, que la trahison n'est pas un concept monolithique. C'est une notion fluide, complexe. Sa signification est sculptée par notre psyché, modelée par notre culture et parfois utilisée comme une arme en diplomatie. Comprendre ces différentes couches, c'est vraiment la clé pour mieux naviguer dans nos relations à toutes les échelles. Et on va terminer cette analyse avec une question, une réflexion un peu plus large.
Dans notre monde actuel, où ces lignes psychologiques, culturelles, diplomatiques sont de plus en plus floues, de plus en plus complexes, quel est, au fond, l'avenir de la confiance ?